dans l'émission Parlement du monde. Bien chers téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue sur le plateau de la télévision du réseau DEA dans son émission Le Parlement du monde, qui reçoit aujourd'hui Monsieur l'abbé Faustin Kota. Monsieur l'abbé est professeur d'université, il donne cours à l'ISP Kenge et également à l'université Révérend King. Il est engagé politiquement, donc ce n'est pas uniquement un abbé que nous recevons, mais c'est aussi quelqu'un d'engagé politiquement. Il est membre de plusieurs mouvements associatifs et citoyens. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Monsieur l'abbé, nous vous invitons pour partager avec vous un peu les préoccupations du commun des mortels, du moins des Congolais, en ces temps-ci. Nous avons comme actualité essentiellement le discours du président Kabila, je dirais même les discours du président Kabila, il y en a eu quelques-uns qui se sont suivis, et nous avons un peu cette préoccupation qui anime tout le monde et aujourd'hui qui a été repris par la SENCO. Là, je prends exprès parce que vous êtes prêtre. Je voudrais avoir un certain nombre votre opinion sur ces différents sujets. Et si nous commencions par le discours du président Kabila, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'avez-vous entendu, qu'avez-vous retenu? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Ou plutôt, êtes-vous resté sur votre soif? Bon, le discours du président Kabila, j'ai lu le texte, de son discours. Évidemment, il parle des défis à relever en 2016. Et personnellement, j'étais surpris de voir tout ce qu'il était en train d'énumérer comme défis. Je me disais, mais nous avons l'impression d'être en présence de quelqu'un qui commence son mandat présidentiel, alors qu'il est à la fin de son mandat présidentiel, de ces deux mandats présidentiels. Je me demande, depuis 10 ans, tous ces défis-là, au niveau social du peuple, les infrastructures, mais c'était déjà le projet de 5 chantiers, le projet de la révolution des mentalités, de la modernité. La modernité, oui. Si le 9 ans écoulés, on n'a pas fait ça, et ça devient le défi de la dernière année qu'on doit relever. Et alors, enfin, on atterrit sur le dialogue qui semble être le lieu privilégié qui donnera au président Kabila la possibilité de pouvoir relever tous ces défis. Pour moi, je trouve ça tout à fait inouï. Je ne comprends pas qu'on puisse... je ne sais pas les gens qui aident le président Kabila à travailler ses discours, s'ils prennent le temps de relire tout ce qu'ils ont fait avant, les discours par exemple d'il y a quelques semaines, les autres qu'il a toujours... On revient sur les mêmes choses, on promet au peuple toujours promettre, mais rien ne s'est fait. La croissance, mais je me souviens même lui-même, le président avait... S'adressant au Premier ministre, la croissance, oui, on en parle, ce ne sont que des termes, mais on ne voit pas, c'est matérialisé, cette croissance. Mais lui-même commence à vanter cette croissance, mais matériellement, c'est la croissance, on ne voit pas ça dans la vie des gens de tous les jours. Donc pour moi, c'est un discours un peu populiste, un peu démagogique, peut-être pour essayer tout simplement de justifier un peu la tenue du dialogue. En fait, les deux liens ne pouvaient même pas être établis, quoi. Mais voilà, on l'a fait quand même. Donc, ça n'apporte rien de neuf. Donc, vous êtes resté sur votre soif. Tout à fait. Mais pourtant, on dit quand même qu'on a réalisé des choses. La modernité, le Congo émergent, il y a des choses qui ont été réalisées, non? Moi, quand j'ai vu les discours, évidemment, l'écart est tellement grand du président Obama, qui s'adressait au peuple américain. J'ai vu un Obama qui, en fait, faisait déjà le bilan, un peu comme un au revoir. Disant, voilà, quand je suis arrivé, comment c'est que j'ai trouvé. Au bout de tel nombre d'années, vous voyez la croissance. Là, on continue toujours à embaucher. On est en train de faire développer notre économie. Voilà ce que Obama a dit. J'aurais dû
voulu entendre de tels propos. Mais le président Kabila est encore dans les défis à relever. Et en principe, ça devait être déjà un discours de revoir, des bilans pour dire que je suis en train de vous laisser. Voilà les bilans que je fais de mon... Mais lui, il est encore au niveau. On dirait quelqu'un qui regrette, quoi. Qui se rend compte que, mais je suis resté longtemps, je n'ai rien fait. Il faut quand même courir pour pouvoir le faire. Voilà, aidez-moi, je dois le faire, ne fût-ce que pour laisser mon nom positivement dans les annales du Congo. Dommage, mais c'est trop tard, quoi. C'est trop tard. Monsieur le Président, il a parlé aussi du dialogue, comme vous avez dit, il a chuté par là. Et là, ça va nous permettre de parler du dialogue. Mais avant de parler du dialogue, on note aussi qu'il y a eu un revirement de position au niveau de la SENCO, qui, depuis quelques semaines, était plutôt dans l'attitude de pas question de dialogue, et qui maintenant est pro-dialogue suite à l'intervention du pape. Un petit mot là-dessus? Avant de répondre, il y a eu tout à l'heure une question que vous avez posée, disant « mais pourtant on fait quelque chose ». Vous savez, il y a un grand problème au niveau de la manière de voir le Congo. Peut-être ça sera un peu drôle, mais je partirai d'un exemple. Je prends un simple Congolais qui vit en Europe, qui atterrit à Kin. Il arrive à Kinshasa, il trouve un distributeur près de la banque, parce qu'il y a plusieurs banques maintenant au Congo. Il tire l'argent du distributeur. Il va dans un supermarché là, qu'on trouve une dizaine de supermarchés. Il achète la lèvre qu'on boit ici. Et puis il s'exclame, dit « Oh, poto ekiti na Kinshasa. » Oui, mais qui n'est changé. Vous comprenez ça? Pose-lui la question. Toi, tu as retiré l'argent du distributeur. Rien qu'à Kinshasa, combien peuvent retirer l'argent du distributeur? Combien peuvent aller acheter la lèvre dans les supermarchés? Même pas 3% de la population qui vit. Donc, comprendre les Congo à partir de quelques actes qu'on fait à Kinshasa, c'est complètement biaisé. Il faut aller à l'intérieur. C'est qu'on entend par 5 chantiers, par la révolution de la modernité. D'abord à Kinshasa même, quand tu quittes la route principale, tu entres dans les quartiers catastrophiques. Pour aller visiter ma mère, qui vit à Massina, je laisse la voiture à des kilomètres. Sur le boulevard, je dois aller à pied jusque là au fin fond pour aller visiter ma mère. Vous comprenez? Donc, ce sont que des mots à l'air comme ça. D'accord. Et la SENCO? La SENCO n'a pas fait un revirement. La SENCO n'a jamais fait une déclaration comme quoi je ne suis pas d'accord avec les dialogues. La SENCO, comme église, ne peut pas dire, voilà, nous, on ne veut pas du dialogue. Il conseille le dialogue. Mais il ne faut pas rester au fait qu'on a parlé du dialogue. Il faut voir tous les cadres du discours de la SENCO. Quelles sont les conditions de possibilité de la tenue du dialogue? Ça, les gens mettent ça un peu de côté. Parlons-en. Voilà. Puisque quand la SENCO dit, oui, je veux bien qu'il y ait des dialogues, rencontrez-vous, mais il y a aussi des conditions de possibilité de la tenue. Voilà, parlons-en, c'est l'occasion de pouvoir... Mais justement, pour moi, je pense qu'on a trop parlé de ces dialogues. Il faudrait que nous arrivions à dire que c'est une page à tourner absolument pour qu'on voit d'autres choses. Mais puisqu'on est encore là-dedans, les conditions de possibilité. Quand le président Kabila faisait comment il accueillait des gens chez lui, des consultations, on a vu l'équipe qui représentait la SENCO qui est sortie de là. On a vu le cardinal Monsengo qui a été reçu. Et quel était le propos tenu par les évêques, par les cardinaux? Les dialogues, oui, ça fait partie de la mission même de l'Église. L'Église ne peut pas refuser aux enfants du pays qui veulent parler de se rencontrer. Mais quels sont les thèmes de référence de ces dialogues? Qu'est-ce que vous devez dire là-dedans? Que ça soit clair. Or, ici, en ce moment-là déjà, on voit des gens qui appellent au dialogue sans toutefois dire de quoi il est question. Qu'est-ce que nous allons traiter là-dedans? Aujourd'hui, on a essayé de donner quand même un contour de ces dialogues. Mais ce n'est pas ça. Les dialogues supposent, quand on veut aller au dialogue, il faut qu'il y ait des concessions de part et d'autre.
Aujourd'hui, on dit qu'il y a un problème majeur au Congo. C'est quoi? Le changement de la Constitution, que tout le monde refuse, la fin du mandat du président Kabila. Ouais. Vous voulez faire le dialogue, mais vous êtes à la fin de votre mandat. Ce qui serait facile, si vraiment le président Kabila aime le pays, il veut la paix, partout ça s'est fait comme ça, il devait dire, moi, je devais organiser les élections, je devais mettre l'argent de côté, je n'ai pas pu reconnaître ça. Maintenant, nous nous trouvons devant une situation qui nous justifie pourquoi il n'a pas pu mettre l'argent de côté, parce qu'il ne suffit pas de dire que nous n'avons pas d'argent, parce que l'argent a été décaissé au niveau des différents budgets, qui nous disent pourquoi cet argent qui a été décaissé n'a pas été mis à la disposition de la CENI. Comme je ne sais pas le faire, vous savez que moi je suis non partant, vous qui allez briguer, mettez-vous d'accord, trouvons une solution. Ça aurait décrispé la situation. Je le pense aussi. Oui. Ça aurait décrispé la situation et les gens pouvaient. Mais quand on entend, à travers les discours, chercher, nous présenter des modes de vote autres que ce qui est prescrit par la Constitution, tout ça signifie quoi? Quand vous proposez une modalité autre que ce qui est dans la Constitution, vous bougez dans la Constitution sans pouvoir le dire. Donc vous voulez qu'on change la Constitution et ça, les gens n'acceptent pas. Loin de chercher un dialogue en proposant de telles choses, plutôt vous créez la tension. Parce qu'il faut quand même se dire que ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir. Ceux qui ne sont pas au pouvoir, qui sont en face de vous, ne sont pas des hommes. Ce sont des hommes. Ce sont des fils et des filles du pays qui veulent aussi que le pays puisse aller de l'avant. Oui. Alors, il ne faut pas les titiller, il ne faut pas les énerver, il ne faut pas donner l'impression que, parce que nous, on est au pouvoir, donc le pays, c'est notre poche, nous la gérons comme nous voulons. Quand nous parlons du dialogue, venez, voilà, nous vous imposons ces chemins-là. Là, les conditions ne sont pas réunies pour ça. Si j'ai bien compris, donc vous êtes de ceux qui refusent d'aller au dialogue. Oh, moi, je l'ai toujours dit. Au-delà de cela, pour moi, le dialogue n'a pas d'objet. Parce que tout ce qu'on dit là-bas, mais ça fait partie de ce que moi j'appelle des prérogatives dévolues aux responsables qui dirigent un État. Vous dites, nous n'avons pas d'argent pour organiser des élections. Venons au dialogue. C'est pour que nous puissions cotiser ou quoi? Vous attendez que les gens qui viennent au dialogue puissent cotiser, amener leur quote-part, mettons la cagnotte, alors nous allons organiser des élections. Non, certainement pas pour ça. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'argent, c'est vous qui gérez le pays. Commencez par nous dire d'abord, chaque année, le budget de l'État décaissait autant, 220 millions, 300 millions. C'est parti où cet argent? Qu'est-ce qu'on en a fait? Parce que le rapport final nous montre que l'argent prévu pour la CENI, même pas 30% était donné à la CENI. C'est parti où? Mais ceux qui parlent, ceux qui sont pro-dialogue, qui défendent le dialogue, ce n'est pas forcément pour aller discuter de l'argent, parce que quelque part, je ne sais pas, on espère avoir un soutien financier venant de l'extérieur. Ceux qui parlent du dialogue parlent plutôt de pouvoir mettre sur la table tous les problèmes de divergence actuelles. Pouvoir mettre sur la table des problèmes qui ont fait que, en 2006 et en 2011, ils ont été roulés. Ils préféraient prendre des précautions pour que cela ne se reproduise pas. Ce serait ça, la grande motivation du dialogue. Faire en sorte qu'on prenne des dispositions pour avoir un processus électoral qui soit crédible. Deuxièmement, on ajoute que ce soit apaisé. C'est-à-dire faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans des situations conflictuelles comme c'était à l'époque, ou comme on peut craindre que cela ne dégénère en une situation vraiment catastrophique. Alors, allons-y, mettons sur place des conditions et des règles ensemble pour éviter cela. Mais là, je pense que vous êtes du côté de ceux de l'opposition qui acceptent d'aller au dialogue. Mais ce qui n'est pas la position du pouvoir qui invite au dialogue. Voilà. Alors, en ce moment-là, de quel dialogue s'agit-il? Parce que chacun a un agenda tout à fait différent. On a vu ce que le pouvoir fixe comme
points relatifs à ces dialogues-là. Mais l'opposition, entre autres l'UDPS, présente un autre cahier des charges et qui va à l'encontre avec ce qu'au fond. Ils ont eu des réunions. Donc, si on en est là aujourd'hui, donc le pré-concertation ils ont eu, ils ne sont pas arrivés à harmoniser. Non. Ça signifie que le dialogue ne se tiendra même pas. S'ils n'ont pas pu harmoniser ça, ça ne se tiendra pas. C'est que chacun attend une chose que l'autre refuse. Mais je pensais que c'était beaucoup plus au niveau des préalables, du genre, nous voulons des pouvoirs très souverains, nous voulons un dialogue entre Congolais, et l'UDPS disant, nous voulons un dialogue, d'accord, mais il faut... Donc, moi, je pense qu'il faut revenir à l'historique même de ce fameux dialogue. Quand est-ce qu'on nous a demandé de tenir le dialogue? Et là, c'était vraiment opportun en ce moment-là. C'était opportun, juste après les élections. Les premiers, j'aime bien le rappeler, qui ont demandé aux politiciens d'aller, de faire ce dialogue-là, c'était les évêques. Après les élections, immédiatement après les élections de 2011. Comme il y avait avec la crise de légitimité, on a demandé que, voilà, pour trouver une solution, aller au dialogue. Mais en ce moment-là, le pouvoir trouvait tout à fait inacceptable. Que le Congo n'a pas de problème, n'a pas de crise de légitimité, tout va bien, les dialogues, ça ne vaut pas la peine. L'UDPS disait, moi, ce que je veux, c'est quoi? L'impérium. Les dialogues, je vais siéger avec il. L'impérium, il quitte le pouvoir parce qu'il n'a pas été élu. Mais il y avait une autre branche de l'opposition, aujourd'hui rassemblée dans ce qu'on appelle dynamique de l'opposition, qui pensait que le dialogue était important. Heureusement ou malheureusement, quelques temps après, commençait la fameuse guerre avec le M23. Et là, à Addis Abeba, quand l'ONU rassemble tous ses présidents et consorts, on exige au gouvernement congolais le dialogue. Là, nous sommes en 2012. Et le président Kabila refuse. Vous comprenez? Parce qu'en politique, on doit aussi se rendre compte du temps, de ce qu'on appelle le kairos dans notre langage chrétien ou biblique, kairos, donc le temps favorable pour pouvoir poser des actes. Chaque chose, tu le poses à un temps qui puisse être opportun. Parce qu'en dehors de ce temps opportun, ça devient superflu. Ça n'a plus son sens. Et j'aime aussi rappeler qu'il s'agit ici des choses de l'État. On ne peut pas gérer un État, une nation avec légèreté. On ne peut pas gérer un État avec des humeurs. Mais nous sommes ici en présence justement d'une gestion de la nation à partir des humeurs personnelles. C'est ça. Déplorable. C'est vraiment déplorable. C'est comme ça, moi, j'ai dit que ces dialogues, quand on regarde ce qui est dit, même pour les camps des autres, je me souviens en 2011, parce que moi j'étais candidat, on a exigé, nous avons exigé comme opposition l'audit du fichier électoral. Mais ceux qui prétendent qu'ils aiment le pays, qui prétendent qu'ils veulent travailler pour la paix, pourquoi n'autorisent-ils pas cet audit du fichier électoral? Pourquoi ils ne font pas? Parce que s'ils sont vraiment portés par le désir de voir ces pays-là pacifiés, le premier acteur à poser des actes dans ce sens-là de pacification, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Quand vous voyez la manière dont les choses se font, l'audit du fichier électoral ne le fait pas. Constitutionnellement, il est prévu qu'on puisse enrôler les jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans. Mais pour le faire, il faut un dialogue. Pour le faire, il faut un dialogue. Ce que je disais, ce sont des prérogatives liées à la responsabilité en tant que dirigeant de l'État. D'accord, justement, là, M. l'abbé, ils ne l'ont pas fait. Et nous nous retrouvons à quelques mois des élections en question. Ceux qui sont pro-dialogue disent, mais c'est l'occasion d'aller mettre le doigt là-dessus devant eux et de leur dire, voilà, vous n'avez pas fait, vous n'avez pas fait. Et nous prenons maintenant des dispositions pour faire autrement. Mais ils ne l'ont pas fait, ce n'est pas au dialogue qu'on doit leur dire qu'ils ne l'ont pas fait. Il faut bien une occasion pour les leur dire. Non, il faut pas qu'on soit dupe. Il ne faut pas qu'on soit dupe. Et nous ne sommes pas des idiots, excusez-moi d'utiliser le terme.
Nous ne sommes pas des idiots. Il y a des choses qui sont faites à dessein, pour essayer justement de rendre l'État ingérable. Ingérable, ouais. Et Créer puis le chaos. Créer le chaos, essayer d'amener les gens vers une orientation qui les oblige à faire exactement ce que eux voudraient. Alors, il ne faut pas qu'on puisse être dupe jusqu'à aller répondre à ces histoires-là. Monsieur l'abbé, certains qui défendent le dialogue disent, oui, nous avons parlé, ça fait presque 2 ans qu'on parle effectivement, mais le dialogue peut être une occasion, peut être même un élément déclencheur, un événement déclencheur d'une grande prise de conscience de la part de tous. Donc, on y va, nous avons notre agenda, ils ont leur agenda, ils veulent nous manipuler, mais nous pouvons y aller et démontrer, faire la preuve de leur mauvaise foi, quitte à ce qu'en sortant de là, nous passions à autre chose. Serait-il pas bon? C'est un argument que je n'approuve pas, que je trouve tout à fait, excusez-moi peut-être de le dire, un peu léger. Pourquoi? Oui. C'est léger. Pourquoi? Quand on a publié les calendriers surchargés, tout le monde a dit, aussi au niveau interne qu'externe, ces calendriers-là, il est surchargé. Vous ne saurez pas le faire. Matériellement, ce n'est pas possible. Temporellement, ce n'est pas possible. Ils se sont entêtés. On sait où on en est aujourd'hui. Le problème d'argent. Nous aurons notre argent, nous aurons l'argent, on ne va pas demander l'argent ailleurs. On a dit, mais non, nous sommes prêts à vous aider. Sortez un calendrier qui soit consensuel, qui soit réaliste, on le fera. Non, un peu le gros dos. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'argent. On dit nous allons appliquer la disposition de mettre en place 26 provinces. On dit, mais maintenant vous dites vous n'avez pas de moyens. Ne le faites pas, sinon ça va compliquer des choses. Non. On le fait comme à la 6-4-2, on le fait. Et aujourd'hui, on est devant un impasse. En principe. Ce n'est pas au dialogue qu'on doit faire savoir aux gens que voilà ce que vous avez fait, puisqu'on l'a dit déjà. Ce sont eux qui doivent se rendre en évidence que nous sommes entêtés. Nous avons pensé que ceci pourrait nous apporter quelque chose. Voilà, nous sommes coincés. Aujourd'hui, eux-mêmes, c'est ça que nous appelons en politique des turpitudes. Ouais. Ils sont victimes de leur propre turpitude. Ouais. À moins que, comme je venais de le dire, qu'ils ont pensé faire ça pour créer le chaos et amener les gens sur un chemin qui est celui-là. Mettons-nous ensemble. En fait, le vrai enjeu dans ces dialogues, ce n'est pas qu'on puisse arranger des histoires pour trouver un chemin d'entente, tout ça. Mais non, il y a d'autres agendas cachés dans les dialogues. Il y a des agendas cachés. Il y a des agendas, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Donc moi, en toute honnêteté, je trouve que en tant que politologue, en tant que philosophe, en tant que citoyen, quand j'analyse cette situation-là du Congo, je trouve que non, ma conscience ne peut pas entériner une telle demande. Et je ne vois pas pourquoi ceux qui sont de l'opposition, qui refusent, puissent être condamnés. Ils sont vraiment en droit. Alors, aux autres qui sont du pouvoir, on ne peut que les appeler à revenir au bon sens. Au bon sens. Parce que s'ils aiment ces pays-là, qu'ils prennent conscience qu'avec tout ce qu'ils ont fait, ce sont eux les premiers responsables du de la chaos. situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ce sont eux les premiers responsables de ce manque de paix qui est en train de se profiler à l'horizon. Je vous prends au mot, monsieur l'abbé. Et nous venons de souligner là, vous venez de souligner là, plusieurs turpitudes de la part du pouvoir qui expliquent en fait où nous sommes. Et nous pouvons, et je pense même que l'éventualité que vous soulignez par après était la meilleure. Moi, j'ai comme l'impression quelque part qu'ils préparent ça à dessein. Ils savent ce qu'ils font. Mais l'équation, là où elle s'écorce, c'est vous refusez le dialogue. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on Comment fait? on fait? Que nous proposez-vous? Comment nous allons solutionner ce problème? S'ils ont fait ces choses sciemment, s'ils ont provoqué cette situation sciemment, n'est pas les rencontrer, rester en dehors, parce que nous n'ouvrons pas simplement le boulevard, ils passent dedans et ils font bien ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais bien sûr qu'il y a une solution. Laquelle? Aujourd'hui, moi je pense que la première chose, c'est l'appel que nous sommes en train de lancer au bon sens.
au sens des responsabilités. À eux. À eux, oui. Est-ce que c'est pas peine perdue? C'est pas tard. C'est Est-ce que encore ce n'est pas possible. peine perdue? Mais ça, c'est la première chose. Nous leur rappelons qu'ils ont la responsabilité d'État. Et il ne faut pas qu'ils cèdent aux humeurs, aux intérêts égoïstes. Mais si c'est un Parce que choix délibéré. Mais justement, leur qu'ils part. se rendent compte que jamais l'histoire ne le leur pardonnera. Ça, c'est la première chose. D'accord. S'ils n'entendent pas cet appel, mais qu'ils se rendent compte aussi que le peuple dans son ensemble n'accepte pas, le peuple a compris toute cette turpitude, n'accepte pas ça. Et nous allons appliquer, peut-être quand le peuple va manifester publiquement qu'il n'est pas d'accord, ils pourront revenir à la raison. C'est qu'eux appellent la subversion. Ça n'a rien à voir n'est pas avec de la la subversion. C'est un droit constitutionnel de manifester, de dire que non, ce que vous faites là, ce n'est pas bon, changez. Peut-être, puisque s'ils se reconnaissent comme étant des élus, donc ils sont redevables au souverain primaire qui est le peuple. Et quand le peuple va exprimer son refus de se voir conduire comme ça, à vue, de se voir être dirigé par des gens qui ne voient que leurs propres intérêts, en ce moment-là, peut-être ils comprendront. Parce que matériellement, c'est encore possible d'organiser ces élections-là. C'est encore possible. Voilà. Donc, votre solution va plutôt dans le sens de l'article 64, on doit organiser des élections dans les délais constitutionnels. Mais là, M. Labbé, il y a un problème. Parce que la solution élection, alors nous ramène à l'histoire. 2006-2011, on a fait des élections. Et puis, ça a été plutôt un fiasco. Ils ont roulé tout le monde à la farine. Ils peuvent répéter la même chose. Aujourd'hui, le problème est que, d'abord, M. Kabila ne doit pas se représenter. Ça, c'est de 1. De 2, il y a des conditions qui sont là, qui sont tout à fait normales, parce que ce ne sont pas des conditions qui émanent des humeurs des gens ou des intérêts égoïstes. Ce sont des conditions tout à fait normales. L'enrôlement des jeunes, c'est normal. L'audit du fichier électoral, c'est normal et ils doivent le faire. Parce que si ça ne se fait pas, la solution sera là aussi recourir à l'article 64, que le peuple lui-même puisse manifester son ras-le-bol. D'accord, M. Labbé, soyons concrets. Oui. Le peuple, d'abord, il est multiple. Oui. Vous trouverez derrière ces gens qui sont au pouvoir une partie du peuple. Mais bien sûr, il y en a qui tirent profit de la situation. Il y en a. Donc, mais la majorité, bien heureusement. On peut parler de la majorité, non, vrai. Bien heureusement, la majorité du peuple congolais est victime de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise gestion de l'État congolais. C'est vrai. Et ce peuple-là, aujourd'hui, réclame justice. Justement. Voilà. Mais nous disons, ils font ce que vous demandez là, ils font les recensements, ils font tout ce que vous avez posé comme condition là, et ils organisent les élections. Oui. Ma question c'est, qu'est-ce qui les oblige à ne pas tricher? Mais non, puisque s'ils organisent en répondant à ces conditions que je viens d'énumérer, la tricherie sera difficile. Ça ne sera pas possible. En 2006, ils l'ont fait. Est-ce qu'il y avait un problème de recensement? Mais bien sûr. En 2006. Si. Bon, soit, on recense, on dit il y a 10 au lieu de 3 électeurs. On recense les nouveaux majeurs. On recense tout ça. Mais cela ne gère pas les résultats des élections. Mais moi, j'aimerais dire, on peut tromper quelqu'un une fois, 2 fois, mais on ne le trompera pas toujours. Oui, mais est-ce que c'est un souhait où il y a des modalités pratiques précises évidemment, que vous prenez pour des modalités. Roulé. Quand vous dites que moi, je prends, en tant que émanant de la société civile, il y a beaucoup des organisations, effectivement, de la société civile qui sont en train de prendre des dispositions pour éviter qu'il y ait tricherie, et lesquelles organisations que personnellement j'encourage. Et je pense aussi que les partis de l'opposition, que je sympathise, parce que je ne veux pas refuser ça, que je sympathise, s'organisent aussi pour cela. Parce que bon, le pays nous appartient, tous. Donc on a accepté certaines choses. La première fois en 2006, en 2011, on n'est plus prêt d'accepter n'importe quoi. Je pense que même en 2011, on n'était pas tout à fait d'accord. Mais ils l'ont fait quand même. Et c'est là où les bas blessent. Et c'est là où il y a l'inquiétude. En 2011, je reconnais qu'il y a eu insuffisance au niveau de l'organisation même de l'opposition. C'est ça qui a fait problème. Parce que moi, j'étais candidat. Je peux reconnaître aujourd'hui, si nous étions encore beaucoup plus organisés, on les aurait eus. Alors là, M. Labbé, vous ouvrez justement la porte à la question qui devait venir. C'est bon, d'accord. Nous avons relevé les turpitudes du pouvoir, de ceux qui sont au pouvoir, et
voyons l'opposition. Est-ce que du côté de l'opposition, vous venez de le dire exactement, l'opposition est-elle en position, est-elle bien organisée pour éviter justement de se faire rouler encore? Oui, oui, aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup de signes positifs qui montrent l'organisation de l'opposition et nous en sommes contents pour le moment. Mais moi, je vois la multiplication des plateformes à gauche, à droite. Et je me demande, j'ai vu des plateformes pro-dialogue se créer au Congo. On voit ici des plateformes anti-dialogue. Il y a les G7, il y a la dynamique, il y a tout un tas de trucs là. Oui. Est-ce que tous ces gens, vous parlez le même langage? Je n'ai pas tellement l'impression. Mais si, hein. Les G7, c'est normal, ils viennent de quitter la mouvance. Ils viennent de là. Ils viennent de quitter la mouvance. Pour le moment. Ouais. Les G7 dénonçant ce qu'est la dynamique de l'opposition dénonce. Dénoncer déjà, oui. Il y a tout à fait une logique qui s'établit qu'on puisse se mettre ensemble pour pouvoir défendre ce que nous défendons ensemble. Ouais. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de problème et on travaille ensemble. Et moi, j'ai été à Kin au mois de novembre, au début décembre, où on a fait une déclaration qui réunissait G7, dynamique de l'opposition et société civile. On était ensemble, à Fatima, on l'a fait. Donc, c'est déjà un signe positif. Non, monsieur l'abbé, je vais vous rappeler un fait historique. Oui. À une certaine époque, j'étais aussi dans la politique. Et à cette époque, nous, à Fatima toujours, on se retrouve avec une opposition qui était l'UDPS d'un côté, et il y a ceux qui venaient justement de sortir du gouvernement de Kabila, et de Mobutu à l'époque. Et on crée ce qu'on en a appelé, c'était l'ISOR. Oui. C'était plutôt OZO. On crée l'ISOR. L'histoire nous démontre par après que cette histoire est venue, et c'est par cette histoire que, plutôt, que le groupe qui est venu du gouvernement, qui est rentré dans l'histoire, c'est ce groupe-là qui a fragilisé l'histoire par après. Oui. Donc aujourd'hui, quand on me dit G7, je reste dubitatif. Je ne refuse pas, hein, mais je me dis, qu'est-ce que ça montre? L'histoire ne montre pas que c'est de bon augure. Mais c'est autorisé, c'est autorisé. C'est de votre droit, c'est de notre droit d'être aussi dans nos... Oui, vous pouvez. Je dirais, la prudence. Oui, justement. C'est dans ce sens-là. Ouais. C'est vrai que l'histoire nous apprend, l'histoire nous enseigne, et certaines manières d'être et de faire doivent être, comment je dirais, illuminées par ce que nous avons vécu. C'est comme pour dire qu'aujourd'hui, le fait qu'ils dénoncent ce que nous avons commencé, nous, à dénoncer, et qu'ils acceptent de se joindre à nous, nous faisons le combat pour ça, pour le moment. Pour que nous arrivions à obtenir ce que nous devons obtenir. Et que Kabila ne se représente pas, que les jeunes soient enrôlés, que le fichier électoral soit audité, tout ça. Si nous obtenons tout cela... Oui. Monsieur l'abbé, que répondez-vous à ceux qui disent justement, ces gens qui viennent, ils viennent pour fragiliser l'opposition et reprendre justement le rôle principal? Ça ne sera pas ça. Ça ne sera pas là parce que l'opposition, ce ne sont quand même pas des enfants des cœurs. Ça, il ne faut pas penser qu'on a en face des gens qui sont immatures, mais non, quand même. Mais non. Il y a aussi des personnes aguerries qui sont dans l'opposition là. Je sais que la fragilité au niveau des moyens de vie a toujours fait qu'on puisse corrompre certains, mais il y a aussi un noyau dur de gens qui tiennent, en qui on peut faire confiance. Et je pense qu'il y en a d'autres qui se sont amendés. Et je pense que c'est justement, ça a servi aussi à ça, la rencontre de Gorée pour essayer de dire aux gens, non, mettons-nous ensemble, travaillons ensemble en évitant nos égos et surtout en évitant nos légèretés à ce niveau-là de l'éthique politique. Je l'espère vraiment. Et pour terminer par Gorée, justement, vous sortez de là avec le Front citoyen 2016. Un petit mot là-dessus? Mais bien sûr, c'est le Gorée avec le jeune Jean de Filimbi, de Lucha, qui malheureusement sont mal étiquetés par le gouvernement congolais. Je trouve ça vraiment malheureux, je trouve ça indécent de jeunes gens qu'on connaît très bien, d'une bonne éducation, de jeunes gens d'une fermeté de point de vue de position, des intellectuels en plus, quand ils veulent partir, s'engager à un combat citoyen, qu'on puisse les traiter de terroristes.
C'est C'est vrai, trop bas. je pense que ce serait trop bas de suivre ce qu'on leur dit. C'est trop bas. Alors, mais ces par jeunes contre, gens-là, si vous répondiez sur ce que je l'on suis, dit à j'en l'extérieur. arrive, Ouais. j'en arrive. Mais à l'extérieur, souvent, on fait aussi des récupérations. Parce qu'il y en a qui disent ceci, même au niveau du pouvoir, qui a la force de la parole, surtout dans le chef du porte-parole du gouvernement. Les gens qui entendent, ils croient que c'est ça la vérité. Et ils s'accrochent là-dedans. Mais ces jeunes gens-là, ils ont été connus du fait d'abord d'être marginalisés par les pouvoirs en place. La fondation Adenauer qui a financé cette rencontre-là, cette fondation-là est présente à Kinshasa depuis des années. Ce sont eux qui ont planté, si vous avez déjà été au niveau du plateau de Bateke, allant vers Mbankana, les acacias qui sont là, ils ont reboisé tous ces secteurs-là. Ils ont financé beaucoup de projets au Congo. C'est cette fondation qui est connue. Adenauer, c'est l'un des pères fondateurs de l'Union européenne. Ce sont des démocrates convaincus qui pensent que le processus de démocratisation dans nos pays à nous doit être encouragé. Quand ces gens-là financent des jeunes gens comme ça, dynamiques, forts, qui veulent quand même faire avancer les choses, qu'on puisse les taxer des terroristes, qu'on puisse les taxer des gens financés par ceux qui veulent balkaniser le pays, c'est très bas. Il y a eu une réflexion faite par un de vos confrères, Nabé d'ailleurs justement. Oui, je connais mon ami, je connais, j'ai toujours eu beaucoup de discussions avec lui. Ouais. Je connais très bien, c'est un grand combattant aussi pour de la cause congolaise. Oui. Mais je sais que là où lui et moi, nous ne sommes pas souvent d'accord, j'accepte ce qu'il dit. Ouais. La présence de puissance internationale dans la situation qui est la nôtre, la mainmise, ça c'est tout à fait d'accord. C'est tout à fait d'accord. Ouais. Mais nous avons aussi notre part de responsabilité dans ce qui se passe. On ne peut pas nier ça. Alors, croire que tous ceux qui viennent vers nous sont nécessairement là pour nous détruire, c'est faire une fausse route. C'est entrer un peu dans une sorte de psychose. Il y en a qui sont aussi là pour le bien. Quand on les attaque, qu'ils sont là pour comment balkaniser. Mais le pouvoir en place, je ne sais pas si vous avez appris, le ministre de la Défense qui est parti dans une réunion là avec les ministres de la Défense du Rwanda, qui parle de Kagame en termes d'un homme providentiel. Vous comprenez ça? Quand on sait tout le mal que Kagame nous... Mais finalement, qui est du côté de ceux qui veulent balkaniser le Congo? C'est une très bonne question, M. l'abbé, et c'est tout un débat que nous posons là, que malheureusement on est obligé d'arrêter à ce niveau. Tout ce que je peux dire en résumé, il y a effectivement beaucoup de turpitude de la part du pouvoir. Il y a des faiblesses qu'il faut gérer au niveau de l'opposition. Sinon, comme vous venez de dire en dernier, nous avons notre part de responsabilité et l'opposition a une part de responsabilité dans ce qui va nous arriver demain si elle n'est pas capable de s'unir, de s'entendre et justement de mettre à côté les égos qui sont surdimensionnés. Je vous remercie beaucoup, M. l'abbé, d'être venu et j'espère vous revoir un de ce jour et que l'on pourra discuter encore un peu de la situation de notre pays. Merci aussi de m'avoir invité chez vous. Je suis très content, c'est la première fois. Je serai toujours d'accord pour pouvoir continuer à échanger avec vous. Pourquoi pas? Merci beaucoup, M. l'abbé. Merci, chers téléspectateurs, pour votre attention. Nous vous souhaitons une bonne soirée. À la prochaine. Dans l'émission Parlement.